Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne TV pour votre magazine quotidien Terre d'Info, le JT, où nous reviendrons bien évidemment sur l'actualité de ce jeudi, ce 6e jour de ce 53e salon de l'agriculture qui est marqué, comme vous le savez, encore aujourd'hui par une visite nombreuse de politiques, au premier rang desquels Alain Juppé, François Bayrou, Emmanuel Macron, qui seront présents aujourd'hui, en complément de ceux que nous recevrons sur ce plateau, Martine Pinville, François Baroin ou Bruno Retailleau. Mais cette émission fera aussi une large place à la forêt et aussi aux produits de protection des plantes. Vous savez, c'est un sujet de débat en ce moment qui agite le monde agricole. Alors sans plus attendre, place à l'actualité de ce jeudi. Alors je vous le disais, nombreuses visites de politique aujourd'hui. On va partir directement dans le hall 1 où Alain Juppé visite en ce moment donc les allées du salon et on va le retrouver en duplex. Le message aujourd'hui que vous voulez formuler dans votre venue aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. La France a besoin d'une agriculture forte. C'est une chance formidable pour notre pays. Nous avons été la deuxième puissance agricole du monde. Nous avons reculé depuis une dizaine d'années. Il faut sauver notre agriculture. C'est absolument essentiel sur le plan économique, mais aussi sur le plan humain. Les paysans sont aimés par les Français. Je disais encore un sondage il n'y a pas très longtemps, ils ont une bonne image, on sait que ce sont des gens courageux, travailleurs, qui ont le sens du terrain par définition. Et puis, c'est un enjeu aussi environnemental. Nos paysages ne sont ce qu'ils sont que parce que les paysans sont là. Voilà pourquoi il faut mettre le paquet pour cela. Alors, il y a une crise conjoncturelle, il faut prendre des mesures de court terme, mais il faut voir loin aussi. Il faut agir sur les charges, il faut agir sur les normes. On en rajoute trop. Et c'est la France qui en rajoute souvent par rapport à l'Europe, évidemment. Oui, sur l'Europe, mais je le répète, c'est parfois nous qui en remettons une couche supplémentaire. Il faut aussi rééquilibrer les relations entre la grande distribution et les producteurs. Parce que nous sommes là en situation totalement déséquilibrée aujourd'hui. Les grandes centrales d'achat sont quasi situation de monopole. Il faut que les filières agricoles se structurent pour pouvoir avoir un dialogue plus équilibré. Et puis il faut préparer la PAC des années 2020. Il y aura sans doute beaucoup de choses à changer dans ce domaine. Monsieur Juppé, l'électorat agricole se détourne quand même un petit peu de la droite classique, alors que Jacques Chirac à l'époque avait quand même la main mise sur cet électorat. Est-ce que vous êtes un peu l'héritage? Je ne suis pas venu ici pour examiner les sondages d'intention de vote. Je suis venu ici pour dire aux agriculteurs, on est avec vous. Il faut que l'agriculture française poursuive leur double objectif. D'abord, une alimentation de qualité pour les Français. Ce sont les circuits courts, c'est la traçabilité des produits, c'est l'étiquetage des produits, en particulier de la viande transformée. Mais il faut aussi que notre agriculture reste exportatrice. Il y a 10 milliards de bouches humaines à nourrir d'ici la fin du siècle et 2 milliards en Afrique. Voilà mon message. Pour le reste, les votes, eh bien voilà. Ça se joue en fonction des positions de fond. Retour dans le hall 4 sur le plateau de Terre d'Info. Nous avons le plaisir de recevoir Martine Pinville. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et circulaire. Alors, on l'a entendu durant tout ce salon, les agriculteurs réclament des prix. Alors justement, comment votre secrétaire d'État peut justement leur proposer une diversification de leur activité pour justement essayer de garantir des prix un peu plus élevés ? C'est vrai que nous avons ce travail à faire et que je mène avec les autres ministres du gouvernement sur effectivement comment réduire les marges et travailler notamment avec tous les partenaires et tous ceux qui sont présents sur ces dossiers. Mais je voudrais aussi peut-être dire que nous avons à travailler sur une diversification et sur notamment ce que l'on appelle les circuits courts. C'est effectivement comment travailler sur d'autres modèles. Alors justement, les circuits courts, ça nécessite là aussi de pouvoir, en tant que pouvoir public, les encourager, en tout cas encourager le développement de ces circuits courts aujourd'hui. Quelles sont les actions que vous pouvez mener pour faire en sorte que, ne serait-ce que les marchés publics aujourd'hui, encouragent l'approvisionnement local ? C'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de collectivités ou un certain nombre de marchés qui sont proposés. Effectivement, il y a cette volonté d'aller vers des circuits courts, vers une économie et une agriculture de proximité. Là, nous avons à la structurer et à l'organiser, y compris du côté des agriculteurs et de l'agriculture, pour effectivement qu'il y ait ces liens qui se fassent avec la restauration qui est en demande, et notamment aussi les consommateurs qui attendent d'avoir des produits de qualité, mais d'avoir aussi des produits qui sont trouvés en proximité. Donc toute cette organisation-là se met en place. En tout cas, nous y travaillons dans mon ministère.
Il y a une autre demande à la fois des consommateurs et aussi des agriculteurs, c'est l'étiquetage. Ils ont demandé l'étiquetage de l'origine des produits, c'est une chose, mais aussi l'étiquetage donc des prix. Il n'empêche que là aussi, c'est sous votre secrétariat d'État que se déroule, en tout cas, j'allais dire, le contrôle de ce bon étiquetage. Et là aussi, il y a eu un certain nombre d'étiquetages usurpés aujourd'hui qui sont à l'origine de la colère de certains agriculteurs. Alors c'est vrai, mais je voudrais rappeler que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait des contrôles très fréquents. Ils ont été de près de 3000 contrôles en 2015, une augmentation de plus de 30%. Nous sommes effectivement très vigilants et nous accentuons ces contrôles-là parce qu'on voit bien, il y a eu quelques scandales importants par rapport à cette traçabilité. Je rappelle que la traçabilité de la viande crue est obligatoire, qu'elle est faite, nos agriculteurs savent faire cela, mais il n'empêche qu'il faut quand même aller voir et aller contrôler. Et c'est signe souvent de qualité et de meilleurs produits pour les consommateurs. Reste une autre difficulté, c'est sur les produits transformés. Et là, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, avec mon ministère, nous avons fait une proposition de décret auprès de la Commission européenne pour qu'effectivement il y ait une meilleure traçabilité des produits que l'on trouve dans les produits transformés. Et donc, on peut sentir peut-être une certaine frilosité, je dirais, de la Commission européenne, mais en tout cas, ce qu'il faut que nous soyons, nous, acteurs et que nous soyons, pourquoi pas, que nous expérimente en France cette traçabilité. Je crois qu'un grand nombre de producteurs y sont prêts, nos agriculteurs sont prêts aussi. Ah oui, ils réclament l'étiquetage réellement de l'origine de la viande et de l'origine des produits transformés. C'est bien ça leur demande. Il y a une autre proposition qu'a faite le président de la République samedi ici en visitant les allées de ce salon, c'est de pouvoir justement aussi avoir le prix d'achat aux agriculteurs présents sur l'étiquetage. Vous y êtes favorable aussi? Bien sûr, et ce serait un moment très important, une évolution très importante, puisque là, ça permettrait qu'effectivement chacun prenne ses responsabilités, et notamment les transformeurs et ceux qui sont les intermédiaires. C'est vrai qu'il y a eu des négociations commerciales qui se sont terminées ces derniers jours avec l'ensemble des acteurs de l'agrochaîne, que ce soit les agriculteurs, les transformateurs ou les distributeurs. Elles ne sont pas terminées à aujourd'hui, malgré, j'allais dire, la deadline qui avait été fixée au 29 février. Ça veut dire qu'il y a un certain secteur qui sont encore... est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour les secteurs qui n'ont pas signé ? Écoutez, je crois qu'il faut continuer. Les négociations, vous l'avez dit, ne sont pas terminées. Nous mettons une pression très forte sur notamment la grande distribution pour qu'effectivement nos agriculteurs puissent avoir des prix qui leur permettent de vivre, je dirais, dignement. Dernier point qui nous touche particulièrement parce qu'on est partenaire de la fête de la gastronomie. Donc là aussi, qui dit fête de la gastronomie, je crois que c'est la 4e édition qui aura lieu en fin septembre. Prochain. Est-ce que vous pouvez lever le voile un petit peu sur quelques nouveautés qui nous attendent lors de cette prochaine fête de la gastronomie et rappeler pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas quel est l'objectif de cette fête de la gastronomie? Alors, cette fête de la gastronomie, on sait comment en France on a le plaisir de manger, le plaisir d'avoir des bons produits avec des producteurs et une production de qualité. Bien, cette fête de la gastronomie qui a lieu les 3 derniers jours de septembre, le dernier week-end de septembre, c'est l'occasion de montrer tout notre savoir avec tous ceux qui cuisinent, qui ont ce plaisir de manger, avec les restaurateurs, avec tous les établissements qui, à un moment, proposent des produits de qualité. Et je souhaite un élargissement, sans doute, de la fête de la gastronomie. La gastronomie, c'est certes les restaurateurs, mais c'est aussi dans nos restaurations collectives et qu'à un moment, nous retrouvions partout, pendant quelques jours, ce plaisir de manger, ce plaisir de goûter, ce plaisir de déguster nos produits locaux, nos produits d'origine française. Je crois que c'est important. Merci Martine Permille d'être passée sur le plateau de Campagne TV. On rappelle que c'est au travers de la fête de la gastronomie le modèle agricole français avec justement tous ces produits d'appellation d'origine contrôlée notamment qui font la fierté du modèle agricole français et qui est présent dans tous les terroirs de notre beau pays.
J'ai le plaisir d'accueillir François Barouin sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des maires de France et maire de Troyes dans l'Aube. Alors là aussi, hein, vous avez un terroir qui possède un certain nombre de bons produits. Mais face à la crise agricole, je ne peux pas éluder la question suivante qui est de dire, est-ce que les maires aujourd'hui ont un moyen de peser justement pour aider les agriculteurs aujourd'hui? On a pris des positions au niveau de l'Association des maires de France il y a plusieurs semaines et plusieurs mois pour ce qui concerne la capacité de déroger juridiquement dans le cadre des appels d'offres et des marchés publics pour prioriser sur les produits de proximité. Je pense que c'est l'une des clés d'avenir, l'un des éléments de sauvegarde de notre filière agricole, l'un des éléments de notre souveraineté aussi. Jacques Chirac évoquait le pouvoir vert. Ce pouvoir vert, c'est un élément de la souveraineté nationale. L'un des problèmes aujourd'hui, notamment avec la situation internationale, l'évolution du prix du marché, la question de l'embargo russe, c'est de garantir un écoulement de production, et on va travailler dans la perspective du Congrès des maires. Je m'en suis entretenu avec le président Belin, avec le président de la PCA, avec l'association des départements et des régions pour proposer une espèce de cahier des charges qui ne serait pas uniquement le circuit court que vous évoquiez tout à l'heure avec la secrétaire d'État, mais qui aille plus loin sur la proximité, sur le bilan carbone, sur la garantie environnementale, et bref, garantir dans des bassins de proximité, c'est là où il faut bien définir, parce que tout le monde n'est pas organisé de la même manière selon les départements, le suivi de la production locale dans nos cantines scolaires, pour les écoles dont nous avons la charge, nous les communes, mais aussi pour les collèges sous la responsabilité des départements et pour les lycées sous la responsabilité des régions. Il faut aussi réfléchir aux débouchés pour ce qui concerne les hôpitaux. La France doit prendre son destin en main sur le plan juridique et elle doit peser dans les négociations auprès de la Commission de Bruxelles sur ce sujet. Oui, mais ça veut dire du coup faire évoluer le code des marchés publics, puisque là aussi, pour pouvoir prioriser un approvisionnement local ou de proximité, il faut pouvoir l'intégrer dans le code des marchés publics sans que ce soit anticoncurrentiel par rapport à d'autres. C'est vrai, il y a déjà eu des ouvertures qui ont été faites. Le circuit court est déjà un élément dérogatoire au droit européen. Il a été accepté et c'est à l'intérieur, il ne faut pas se contenter de ce circuit court, mais c'est à l'intérieur de ces dispositifs dérogatoires qu'il faut rentrer un maximum de critères pour pouvoir offrir des débouchés qui, c'est vrai, seront des débouchés prioritairement à la production française. Enfin, excusez-moi, il faut lutter à armes égales. Les Américains le font. La Russie a fermé ses frontières avec la question ukrainienne. Ce sont les Sud-Américains qui ont récupéré les marchés de nos éleveurs. C'est un coût de 4 milliards. Moi, je ne comprends pas pourquoi depuis 2 ans, depuis que cette situation existe, on n'ait pas été aux avant-postes d'une demande avec la Commission de Bruxelles et avec le soutien de la Commission de Bruxelles et de la direction de la concurrence pour mettre entre parenthèses ces critères européens et favoriser les débouchés. On est en train de perdre les marchés. Pour les récupérer, il faudra du temps. Et en même temps, on n'est pas capable de prioriser et d'accompagner nos éleveurs. Franchement, on marche sur la tête dans une situation aussi tendue. Oui, mais tout simplement parce que l'Europe à 28 fonctionne mal aujourd'hui et que finalement, c'est une Europe qui est plutôt libérale et chaque pays réagit pour ses propres enjeux, en fait. C'est ça, oui, mais le circuit court a déjà été une victoire. Donc il faut s'appuyer sur cette victoire pour l'élargir dans un contexte exorbitant du droit commun, exceptionnel en termes de temps, qui est la question russe. On a perdu... rien que pour l'une des filières, je crois 800 millions pour une filière laitière. C'est intenable. Donc il faut, à situation exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles. Je m'adresse au président de l'Association des maires de France. On le sait, hein, les agriculteurs entretiennent les territoires ruraux. Ils sont souvent d'ailleurs des élus des communes rurales. C'est-à-dire que si les agriculteurs sont en mauvaise santé, c'est aussi un contre-coup indirect pour la vitalité des communes rurales. C'est évident, un agriculteur fait vivre, on le sait, 4 personnes avec la filière amont et la filière aval. Vous ajoutez les commerçants, les artisans, vous ajoutez toutes les problématiques aujourd'hui de la désertification des bourgs-centres. C'est un sujet. L'association des maires que j'ai l'honneur de présider, ce sont 36 000 communes, un peu moins aujourd'hui. Sur les 36 000, vous en avez 33 000 de moins de 2 500 habitants. Ça représente 36% de la population française. Ce sont plus de 20 millions de personnes qui vivent et qui aiment vivre dans ces territoires. C'est donc un plan Marshall, une urgente nécessité d'éviter d'avoir une France qui va avoir 13 régions, 12 métropoles qui vont être comme des trous noirs, absorber toutes les énergies et les richesses, et au milieu un désert. C'est pas ça la France, c'est pas la construction de notre pays depuis 2 siècles. Et l'un de nos combats à l'Association des maires de France, c'est aussi un combat pour la préservation de la ruralité dans sa dimension économique, agricole, mais dans sa dimension qualité de vie et vivre ensemble. Et là aussi, nous avons beaucoup à apprendre de la ruralité lorsque l'on vit en ville.
Mais justement, alors qu'est-ce que vous proposez à la fois pour maintenir l'activité dans les territoires ruraux, voire la développer? Parce que là aussi, il y a ces sources là aussi de valeur ajoutée nouvelle dans les territoires. C'est une reconquête, c'est vraiment une reconquête. Je pense que tous les gouvernements de droite ou de gauche ont trop laissé filer la présence et la permanence des services publics, n'ont pas appréhendé suffisamment les problématiques de nature fiscale. Je suis d'autant plus à l'aise que j'ai été ministre du Budget et des Finances dans un gouvernement précédent. Donc on a fait des choses, mais c'était probablement insuffisant dans une crise complète. Donc là, c'est vraiment une reconquête. Il faut développer des maisons de services au public avec tous les partenaires, avec la Banque Postale, avec la Caisse des dépôts, pour que ces maisons de services au public ne soient pas uniquement des services publics, mais de l'accompagnement de la présence médicale, des dispositifs de commerce de proximité. Recréer un lien social, en fait, c'est ça. Au moins déjà les bourgs-centres. Les projets aujourd'hui sont insuffisants en nombre et insuffisants en diversification pour être parfaitement à la hauteur de cet enjeu. Donc c'est autour de cela que nous travaillons. Nous formulerons des propositions au Congrès des maires fin mai, début juin. Il y aura un atelier très spécifique de reconquête territoriale. Il faut aussi s'appuyer sur le développement des nouvelles technologies avec naturellement le développement des territoires intelligents, ce qu'on appelle les smart cities. Mais ce n'est pas que pour les métropoles mondiales, c'est pour toutes les communes. Et puis il y a naturellement une priorité des priorités, c'est rattraper le retard dans les départements qui ne sont pas couverts par le haut débit. Le haut débit aujourd'hui, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit de première nécessité pour la présence et la permanence d'activité économique, mais aussi pour la présence et la permanence des familles qui vivent dans ces communes et qui ont un égal droit accès pour tous à ce qui est aujourd'hui un service public de développement économique, d'activité personnelle et d'épanouissement individuel. Donc là, il y a aussi du travail. Tout le monde n'est pas servi de la même manière et ça n'est pas acceptable. Il y a un choix stratégique et un choix de financement aussi, parce qu'il est bien clair que les grands organismes justement du haut débit aujourd'hui financent, j'allais dire, les villes et les centres urbains qui sont rentables pour eux et délaissent le financement des territoires ruraux. Mais ça, c'est à l'État. Là où la puissance privée est défaillante pour des raisons économiques, de marge ou autres, c'est à l'État de compenser. Quand parle-t-on d'aménagement du territoire aujourd'hui? Ça fait des années qu'on n'utilise plus ce terme. Et c'est bien la puissance publique, c'est à l'État, en coordination avec les collectivités territoriales, de combler les trous là où la géographie n'a pas permis à tel ou tel territoire de se développer. Le haut débit, aujourd'hui, est d'égale intensité que le développement des chemins de fer au XXe siècle ou au XIXe siècle, et d'égale intensité par rapport au développement des autoroutes et des nœuds autoroutiers. C'est tout aussi important que le développement des infrastructures, des voies de communication, du désenclavement de territoires moins favorisés que d'autres. François Borin, merci. Merci à vous. On vous suivra en tout cas, et notamment et soyez les bienvenus au Congrès des maires. C'est la même histoire, c'est le même combat. C'est le même combat et justement, on portera ces sujets à vos côtés. Merci François Borin. Au revoir. On retrouve le président, là aussi, des Républicains à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau, qui est en duplex, là aussi, du hall 1. Et je vous propose de découvrir le sujet que nous avons réalisé. Il faut que la région vienne en aide aux agriculteurs parce que la région des Pays de la Loire, c'est une des toutes premières régions de France. C'est même la première pour la viande bovine, c'est la deuxième par exemple pour le lait de vache, pour beaucoup d'autres productions. On a des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois dans l'agriculture, mais en même temps dans l'agroalimentaire. Et donc évidemment, la région ne peut pas tout à elle seule, mais nous avons des leviers, j'ai voulu les utiliser complètement et très rapidement. Nous avons été sur toutes les régions la première à être en capacité de faire un plan de soutien massif à l'agriculture. C'est 11 millions d'euros que nous avons mobilisés, donc ça c'est important. Et puis nous allons en même temps avoir un plan que nous avons décidé vendredi dernier pour qu'on puisse avoir un approvisionnement local, 100% de produits français, 50% de produits ligériens, Pays de la Loire, et 20% bio et sous signe de qualité. Et je crois que ça c'est important. Nous avons d'autres mesures, évidemment, je ne veux pas toutes les lister, mais nous sommes aux côtés des agriculteurs. C'est dommage que le gouvernement n'ait pas entendu le Sénat, puisque nous, il y a déjà plus de 6 mois, nous avions réclamé pour l'agriculture, pour les chefs d'exploitation, une baisse de charges importante. Alors là, il y a eu les 3 points sur les cotisations familiales et les 7 points, ça fait une dizaine de points, c'est très bien. Mais je pense que François Hollande aurait été mieux inspiré de ne pas revenir sur ce qu'on appelle la TVA compétitivité, qui est vraiment une mesure que notamment la profession réclamait et qui a été annulée en tout début de mandat. Peu importe, il faut absolument faire en sorte que le modèle français soit beaucoup plus compétitif. Ça veut dire moins de normes, arrêter de surtransposer les directives européennes, et ça veut dire moins de charges. Alors sur ce schéma régional de cohérence écologique, quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, j'ai refusé, comme la plupart des communes de Vendée, de le voter, parce que c'était un plan idéologique. Il ne faut pas opposer les agricultures les unes avec les autres. Le bio, c'est une niche.
le bio a progressé dans la région et c'est très bien. Mais si demain le bio perdait son statut de niche, il en perdrait en même temps ses avantages en termes de revenus et de prix. Donc il faut plusieurs agricultures et moi je veux une diversité agricole et certainement pas opposer un modèle à l'autre parce qu'à ce moment-là, ce serait un appauvrissement général. Le bio c'est important, mais l'agriculture conventionnelle a fait d'énormes progrès, la preuve. Dans la région des Pays de la Loire, nous sommes la toute première en France à produire des produits sous signe de qualité. Voilà, nous avons 102 labels, nous avons 22 IGP et 26 AOC. Donc on a de leçons à recevoir de personne. Voilà, simplement, il faut que nos agriculteurs et surtout les exploitations deviennent compétitives. Cet aéroport, il est important pour le développement de la région, pour l'avenir. Ce qu'on oublie, c'est que l'aéroport actuel, par exemple, il est saturé. Il est saturé 138 jours par an. L'an dernier, il y a 2 ans, c'était 100 jours. Il y a plus de 250 vols qui désormais sont annulés. On sait très bien qu'on peut bricoler sur les 5 prochaines années. Mais si demain, parce qu'on est une région périphérique avec la Bretagne à l'Europe, si demain on n'a plus d'aéroport ou on a un tout petit aéroport, à ce moment-là, c'est l'attractivité du territoire qui sera dégradée. Et on a une ZAD qui est une zone de non-droit où il se fait n'importe quoi, qui sont des ultra-violents, extrêmement idéologues, très soutenus d'ailleurs par les mouvements écologistes français. Et je souhaite que l'État puisse faire respecter la loi partout en France, et y compris dans la région des Pays de la Loire, y compris en Loire-Atlantique. Retour sur le plateau de Terre d'Info, le JT, en compagnie de Christian Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office national des forêts qui gère la forêt publique en France. Alors on parlait avec Bruno Retailleau et avec François Barrien d'économie des territoires, et on oublie souvent que le poids économique de la forêt est important dans notre pays. Effectivement, on est un pays de paysans, et ces paysans, dont je suis moi-même originaire par ma famille, méconnaissent un peu l'importance de la forêt française. La forêt française, elle représente quand même une part essentielle du territoire. En plus, elle est en croissance et pas en décroissance, contrairement à ce que nos concitoyens connaissent. Et cette forêt est très bien gérée depuis le XVIIe siècle, depuis Colbert, par des générations de forestiers. Et donc c'est un environnement extrêmement important pour la vie quotidienne des Français. Et puis c'est aussi une source de production d'un matériau très noble, qui est le bois, issu de nos arbres, et donc qui mérite de l'intérêt. Et je trouve que la forêt a toute sa place dans le salon de l'agriculture, qui est le grand rendez-vous finalement des Français avec leurs origines rurales. Et donc c'est très bien que l'on soit ici. Je vous remercie de m'inviter. Mais c'est normal, vous le disiez justement, on a tous un rapport en tant que promeneur, et depuis sa plus tendre enfance, on a tous un rapport, on va dire, un peu onirique avec la forêt. Vous le disiez, vous êtes présent au salon, c'est justement pour magnifier, j'allais dire, la relation entre l'homme et la forêt. Oui, parce que la forêt pour l'homme, c'est à la fois un endroit qui l'inquiète, c'est un endroit où on se perd, c'est comme la mer d'ailleurs, le monde maritime aussi inquiète. C'est un endroit où on s'inquiète, mais c'est aussi un endroit où on découvre une nature un peu illimitée. Et donc l'ensemble de ces forêts, notamment des forêts périurbaines, c'est-à-dire celles qui sont au plus près des citoyens qui vivent dans des zones urbaines, finalement leur offre quand même beaucoup de choses possibles. D'abord les accueillir. Je viens de signer une convention avec la Fédération française de randonnée, qui est un sport, un des sports les plus populaires de France finalement. Donc l'accueil du public, mais aussi la protection de la biodiversité, les mares forestières, enfin toute cette participation à la nature. Et puis aussi une filière, la filière forêt-bois, qui est un peu équivalente des filières agricoles dont on parle beaucoup dans votre journal depuis le début de ce 53e salon. Et donc c'est une filière extrêmement importante, avec un matériau, le bois, je crois, qui pourrait être plus réhabilité. Il y a un enjeu, me semble-t-il, fondamental, qui est celui de l'utilisation du bois dans la construction. Après peut-être 50 ans de béton ou d'immeubles en verre et métal, peut-être que le moment de reconsidérer la construction en bois est venu. Il y a l'énergie aussi, la biomasse, qui est importante pour la filière bois. Oui, comme l'a rappelé la COP21 et Ségolène Royal et les accords que nous avons passés, en fait, il y a 3 usages des bois que nous récoltons.
le bois d'œuvre, qui est le bois de la plus grande valeur, par exemple pour les mérandiers, pour faire les barriques qui illustrent si bien nos très belles productions viticoles. Il y a le bois industrie, toute la filière des panneaux, des meubles. Et puis il y a le bois énergie, ça aussi c'est une découverte un peu plus récente, qui est que c'est une source d'énergie non délocalisable, proche, utilisable dans des chaufferies. Alors bien sûr, il faut bien faire le distinguo entre tous ces usages pour qu'un nouvel usage ne prenne pas la place de l'autre. Mais par exemple, les houppiers, c'est-à-dire le sommet des arbres, est tout à fait utilisable en bois énergie. Et l'ONF a une filiale, ONF Énergie, qui travaille dans ce domaine. Donc la forêt, elle est très multifonctionnelle et les produits qu'elle fournit ont des usages très divers à condition de respecter le bon équilibre. C'est une nouvelle voie pour l'utilisation des forêts en France. Alors on découvre dans les images qui sont derrière, on découvre justement votre stand où il est question de la charte du promeneur. Je crois que c'est la première année elle est nouvelle cette charte. Voilà. Pourquoi justement vous avez voulu écrire une charte? Quels sont les enjeux en tout cas de cette charte? Eh bien, les forêts françaises et notamment les forêts métropolitaines sont très visitées par nos concitoyens. Encore une fois, c'est un loisir de proximité, c'est un loisir qui ne coûte rien, sauf l'énergie de ses jambes ou de son VTT ou de son cheval. Et donc, c'est une relation de proximité. Mais encore une fois, nous ne sommes plus tout à fait des ruraux et il faut réapprendre à nos concitoyens et surtout à la génération de nos enfants les bons gestes en forêt, comment protéger et respecter la nature. Donc le rapport aux déchets, ne pas laisser de déchets en forêt, le fait le ramassage des fleurs et des champignons est bien sûr tout à fait autorisé, mais dans une certaine proportion, le fait de respecter les cheminements, et finalement le fait de respecter que d'autres en forêt aient d'autres activités, notamment des bûcherons ou des grimpeurs élagueurs. Et donc de rappeler à nos concitoyens qu'une ressource comme cela, durable, renouvelable, elle peut être là longtemps, mais en ayant des comportements adaptés. Et ce chantier de l'éducation à l'environnement auquel vous participez, vous les médias, est quand même considérable, parce qu'encore une fois, il y a eu une espèce de rupture civilisationnelle entre le monde urbain et le monde rural, agricole, forestier ou maritime. Et il faut, tout s'apprend finalement, rien n'est inné, il faut apprendre à nos enfants quels sont les bons réflexes en forêt pour continuer à utiliser ces endroits magnifiques qui sont, je voudrais le rappeler, le produit de l'homme. Beaucoup de nos concitoyens croient que les forêts, c'est un pur espace de nature. Et sauf la forêt guyanaise que je connais un peu, si vous voulez, la forêt française est une forêt créée par les hommes. Et donc, il est important que les hommes sachent quelle est son histoire et comment l'entretenir. Et oui, justement, est rattaché toujours l'interaction entre l'homme, l'animal et la nature. Christian Dubreuil, vous pouvez compter là aussi sur nous pour, là aussi, comme vous le disiez, communiquer sur cette charte du bon promeneur. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Et c'est la fin de la partie actualité. Merci. Je vous propose maintenant de partir sur la partie débat. Partie débat aujourd'hui consacrée aux produits de protection des plantes et un vaste débat aujourd'hui sur les produits phytosanitaires, les produits de biocontrôle qui sont évidemment alternatifs et respectueux de l'environnement. On va en débattre sur ce plateau avec Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise, c'est bien ça? Tout à fait. Donc dites-nous ce que vous cultivez. Je cultive essentiellement des céréales, du blé, mais aussi du colza, des betteraves sucrières, historiquement des févroles. J'ai arrêté, mais on en parlera sans doute justement avec le sujet du jour sur les produits phytosanitaires. En face de vous, Christophe Zougaï, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la communication de la société de Sangos. Alors aussi, il faut préciser ce que vous faites au quotidien. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je travaille pour la société de Sangos, mais j'interviens ici dans le cadre de l'UIPP, donc de l'Union des industries de la protection des plantes, qui représente 22 entreprises en France et qui travaille avec 5500 salariés. Donc ces entreprises en France développent
commercialisent des solutions de protection des plantes qui sont réglementées, homologuées par les pouvoirs publics pour protéger les plantes et protéger les cultures. Alors il faut rappeler que les agriculteurs utilisent des produits pour lutter contre certaines bactéries ou contre certaines attaques. Il n'empêche évidemment qu'on utilise des produits plutôt par besoin et pas par plaisir. Effectivement, oui, tout à fait, c'est un besoin. Les produits de protection des plantes sont des produits utiles, ce sont des produits indispensables. On travaille avec la nature, on travaille avec du vivant, et les plantes sont souvent agressées par ce qu'on appelle des bioagresseurs, donc des ravageurs, des insectes, des maladies, vous l'avez cité, qui peuvent être des champignons, des bactéries, des virus, et également des herbes qui sont indésirables dans les cultures. Donc Alors Christophe Grison, justement, vous qui êtes agriculteur et utilisateur de produits phytosanitaires ou de produits de biocontrôle en fait, parce qu'aujourd'hui on a un vrai débat, on ne sait plus réellement qui croire, que croire. Finalement, qu'est-ce que vous utilisez vous concrètement sur votre exploitation ? Alors sur notre exploitation, nous utilisons effectivement des produits phytosanitaires lorsque, comme vous le disiez, lorsque la plante est malade. Comme un être humain, quand un enfant est malade, on va le soigner, on va voir le médecin, on prend des médicaments. La plante c'est pareil, on la soigne. C'est vraiment par nécessité, c'est en dernier recours. Avant, il y a plein d'observations, on va sur le terrain, on regarde, on se dit est-ce que le seuil est atteint. Il y a un petit peu de puceron, mais c'est pas grave. Par contre, quand le stade est vraiment limite, on intervient. Donc on utilise des produits phytosanitaires et aussi on est dans l'innovation avec des produits qu'on appelle de biocontrôle. Alors il faut savoir que ce sont des produits effectivement qui sont une réelle innovation. Néanmoins, le problème c'est qu'en grande culture, on a à peine moins d'une dizaine de solutions qu'on peut utiliser. Un type d'exemple, dans le maïs par exemple, plutôt qu'utiliser un insecticide, je vais prendre des trichogrammes. Ce sont des petites placettes en plastique où dedans il y a des larves qui vont naître. C'est 100% naturel et ces larves vont elles-mêmes détruire un parasite, la pyrale. Voilà. Donc c'est une utilisation, on va dire, plus naturelle que l'utilisation d'un insecticide en plein champ. Christophe Zougaï, ce qu'est en train de dire Christophe Grison, c'est que finalement il veut bien utiliser des produits alternatifs comme le biocontrôle, mais que finalement il n'en existe pas pour toutes les cultures et pour toutes les filières agricoles. Vous avez raison. Aujourd'hui, les produits de biocontrôle représentent entre 3 à 5% du marché. Stéphane Le Foll souhaite à un horizon 2020 passer de 3 à 5% à 15%. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Mais malgré tout, les produits de biocontrôle restent en combinaison avec les produits de synthèse, les produits de chimie conventionnelle. Donc effectivement, le nombre de solutions aujourd'hui en grande culture est plus limité que dans des cultures spécialisées comme la vigne, l'arboriculture ou le maraîchage, où les conditions de contrôle sous serre ou en milieu fermé sont plus faciles à contrôler qu'en grande culture. Il y a des cultures comme, j'allais dire, les cultures des fruits et légumes qui nécessitent aussi un nombre de produits phytosanitaires importants pour pouvoir lutter contre toutes les attaques. Là aussi, est-ce que c'est une filière qui va avoir des difficultés pour avoir des produits alternatifs ? Alors aujourd'hui, en fait la protection des plantes, c'est une combinaison de différentes technologies, de différentes techniques d'agronomie, mais aussi de solutions scientifiques, technologiques, techniques, avec l'utilisation aussi de techniques modernes de pulvérisation des intrants, par exemple, avec du GPS, etc. Donc c'est un ensemble de techniques et de combinaisons qui doivent être efficaces et qui doivent se marier ensemble. Donc les produits de biocontrôle, aujourd'hui, la recherche est très importante. Toutes les entreprises de l'UIPP sont fortement mobilisées. Elles s'investissent au quotidien dans des démarches de progrès, dans des démarches pour trouver justement des nouvelles solutions. On peut dire aujourd'hui que la recherche au sein de l'ensemble de ces entreprises permet d'avoir des espoirs pour les années à venir. Mais il y a également dans la formulation, la fabrication, la mise au point d'un produit un pas de temps scientifique, de recherche, de développement qui est là. Il faut une dizaine d'années pour mettre au point un produit. Et après, il y a aussi l'appropriation par les utilisateurs de ces nouvelles techniques, nouvelles technologies. Christophe Grison, à l'échelle de votre exploitation, ça représente quelle partition ? Les produits de biocontrôle, oui, par rapport aux produits phytosanitaires. Environ 3%. Effectivement, sur les grandes cultures, on est un peu l'enfant pauvre des produits de biocontrôle. Mais ça va arriver. Mais comme le disait monsieur, il faut 10 ans de travail, de recherche, de dépôt de dossier, parce que c'est aussi compliqué de déposer un dossier en France, hein, vous le savez. Donc le pas de tir est un peu plus long qu'on voudrait bien le faire, quoi. Pas de tir un peu plus lent, est-ce que ça veut dire quand même que tous les acteurs de la chaîne, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les industriels de la protection des plantes, ont évolué par rapport justement à cette prise en compte du risque environnemental ? Les pratiques ont vraiment évolué. Moi, je suis agriculteur depuis 25 ans.
entre les pratiques que j'avais il y a 25 ans et aujourd'hui, mais c'est incroyable, quoi. Je vois par exemple pour le désherber les betteraves, avant on prenait 6 litres d'une certaine matière active, aujourd'hui on met que 0,8 litres sur 10 000 mètres carrés. Donc on a vraiment réduit les doses. Avec l'utilisation des aides, de l'aide à la décision, les GPS, on améliore aussi la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Il n'y a plus de dérives dans les champs d'à côté. On protège les ruisseaux par des bandes enherbées. On a vraiment amélioré aussi la santé de l'utilisateur, que ce soit aussi bien les salariés. Donc voilà, on a vraiment on a fait beaucoup de progrès. Ça, c'est important ce que vous dites, hein. Évidemment, il y a eu une émission sur une grande chaîne qui a eu un certain nombre d'impacts là aussi sur ce sujet-là, mais le sujet de la formation est important. On forme les agriculteurs à la juste utilisation et à la bonne utilisation de ces produits. Absolument, c'est toute une filière. Ce sont bien sûr les utilisateurs finaux, les agriculteurs qui utilisent les produits, mais ce sont aussi les prescripteurs, les distributeurs, les chambres d'agriculture. Donc l'ensemble de la filière est intégré à l'évolution des techniques, à l'évolution des utilisations des produits, toujours plus respectueuses de la santé de l'homme et de l'environnement, pour arriver, et ça c'est pour arriver à produire mieux, mais en quantité suffisante. Et ça, ce sont grâce à cette innovation, grâce à ces technologies, c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre aux défis majeurs de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Christophe Grison, est-ce que vous ne pensez pas justement que certains agriculteurs sont victimes de désinformation sur ce sujet-là ? Non, parce qu'aujourd'hui, l'information, quand même, avec tous les médias, Internet, les réseaux sociaux, on est informé en live, j'ai envie de dire. Donc non, quand même, l'agriculteur qui dit qu'il n'est pas au courant qu'il y a ces innovations, moi-même, je suis président d'une coopérative, je peux vous dire qu'on forme énormément d'agriculteurs par le biais du Certifito, pour qu'ils sachent utiliser les produits phytosanitaires. On leur montre tous les ans, on a une plateforme technique où on leur montre des champs d'essai. Justement, on va leur montrer l'utilisation des produits biocontrôle. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas informés. On peut pas dire qu'ils ne sont pas informés. Stéphane Le Foll a annoncé justement Ecophyto 2, c'est-à-dire limiter à 25% l'utilisation de produits phytosanitaires, diminuer à 25% l'utilisation de produits phytosanitaires en 2025. Voilà, je remets les choses dans l'ordre, c'est quand même mieux. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon vous, Christophe Zugail ? Alors, c'est un objectif, en tout cas, qui est imposé, hein, donc il va falloir faire avec. C'est une réflexion en fait de l'ensemble de la filière. Toute l'innovation qui est développée par l'ensemble des entreprises, ces nouvelles technologies, ces nouvelles applications de produits vont concourir effectivement à réduire l'utilisation de produits phyto. Mais les produits sont utiles, les produits sont indispensables pour pouvoir produire en quantité suffisante, avec des produits qui sont sains, qui sont de qualité en termes d'aspect, en termes de goût, en termes de conservation et en termes également de prix qui soient abordables à l'ensemble de la population, et aussi avec une production agricole qui soit suffisamment diversifiée pour apporter des produits variés aux consommateurs. Donc les produits sans protection des plantes. Il n'y a pas d'agriculture. La FAO dit qu'au niveau mondial, sans protection des plantes, c'est environ 50% des récoltes mondiales qui seraient détruites. Ce serait quand même un gaspillage majeur, aussi bien en termes alimentaires qu'en termes environnementaux. Christophe Grison, l'ancien plan Ecophyto avait des objectifs qui n'ont été pas atteints. Est-ce que vous pensez justement que là, les réductions de 25%, c'est possible ? Le seuil, la marge me semble très haute, puisque comme je l'ai déjà dit, on a déjà baissé énormément depuis 25 ans. Donc voilà, c'est quoi l'année zéro pour appliquer les moins 25%, j'ai envie de dire. Moi, ce que je voulais revenir, c'est sur l'intervention de François Barin, juste avant, qui a dit que la France a besoin d'exporter. Je vous parlais des févroles dans mon introduction, en disant que j'étais producteur de févroles. Voilà un exemple typique français où, par manque de produits phytosanitaires, je n'ai plus ce marché. J'étais producteur de févroles. Dans les févroles, il y a des insectes. En France, on avait un insecticide qui marchait. Le gouvernement a décidé de le supprimer. Les Anglais, eux, ils ont le droit de l'utiliser. Aujourd'hui, le marché égyptien de la févrole, ce sont les Anglais qui l'ont. Nous, la France, on l'a perdu. Nous sommes incapables de produire des févroles en France qui soient pour l'alimentation humaine, parce qu'elles sont toutes avec l'insecte dedans qu'on appelle la bruche. Ça, c'est vraiment un exemple typique. On supprime un produit en France, on n'a pas l'innovation, on n'a pas le produit de substitution, on va trop vite on se met des normes trop strictes, on va plus vite que ce qu'on peut faire au niveau innovation. Et donc du coup on perd en compétitivité et même clairement en poids géostratégique, puisque là vous parlez d'exportation, et c'est vrai que le défi alimentaire de demain passe par produire plus, mais produire mieux.
Voilà, c'est vraiment là où on voit l'utilité d'un produit phytosanitaire. C'était vraiment ce produit qui nous permettait d'avoir le produit sain, qui permettait de correspondre aux attentes du marché égyptien. On a supprimé le produit phytosanitaire, et ben on a perdu le marché. Moi, la coopérative Val-France, les févroles, c'était 40 000 tonnes de févroles qu'on exportait vers l'Égypte. Aujourd'hui, c'est 3 000 tonnes et l'année prochaine, c'est 0. Alors c'est vrai, Christophe Zougaï, que le produit phytosanitaire fait peur aux consommateurs et en même temps, il n'a pas à se plaindre de la qualité sanitaire des aliments, justement parce qu'on les utilise. C'est là tout le paradoxe en fait. Et comment vous pouvez justement rassurer le consommateur qui a été un peu désinformé avec les sujets dernièrement? Mais en fait, les produits phytosanitaires sont strictement encadrés par la loi et ils sont en permanence réévalués depuis plus de 30 ans. Avec les progrès de l'agriculture, les progrès scientifiques. Il y a eu des progrès considérables grâce aux efforts des différentes entreprises sur la santé de l'utilisateur, la santé et la santé du consommateur et de l'environnement. Aujourd'hui, tous les produits qui sont sur le marché ont été réévalués depuis moins de 10 ans. 75% des produits qui étaient utilisés dans les années 90 ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc vous voyez que grâce à cette évolution des connaissances scientifiques, techniques, réglementaires, l'utilisation des produits aujourd'hui est sûre et elle est indispensable pour avoir une agriculture moderne, une productivité et, comme M. Grison le disait également, une compétitivité. Juste, je vous donne un chiffre. La protection des plantes, les produits de protection des plantes représentent dans les charges d'exploitation opérationnelle entre 7 à 15% des charges. C'est un budget énorme et vous comprenez bien qu'un agriculteur, il ne va pas faire M. Balzen, il va vouloir l'économiser. Donc, en fonction de la situation, en fonction du contexte pédoclimatique, en fonction de la pression parasitaire, parce qu'on travaille avec du vivant, eh bien, ces produits sont plus ou moins ajustés, mais justement à la bonne dose, au bon moment, et quand c'est nécessaire, pouvoir utiliser soit des produits de chimie conventionnelle, soit des produits de biocontrôle. Justement, le mixte d'utilisation que vous appelez de vos voeux, est-ce que les technologies aujourd'hui permettent justement de traiter juste, à la juste dose, au juste endroit? Là, c'est pareil, il y a eu énormément de progrès du machinisme agricole et c'est complètement inconnu du grand public. L'utilisation des GPS, moi par exemple sur ma ferme, c'est déjà mon 3e GPS dans le pulvérisateur, donc on améliore la finesse de calcul et de réaction des nouvelles buses qui mettent vraiment la dose au bon endroit, qui ne vont pas dériver avec le vent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des caméras embarquées, des éclairages aussi qui nous permettent de travailler la nuit avec une hygrométrie plus intéressante. Et il y a plein d'autres choses au niveau traçabilité, informatique, big data. On parle beaucoup du big data, c'est-à-dire avoir les références de sa parcelle pour que l'année prochaine on puisse intervenir à l'endroit où il y avait un peu plus de mauvaises herbes par exemple, et pas à côté où il n'y en avait pas besoin. Voilà, il y a plein de choses. L'innovation est en marche. Allez, il est grand temps de prendre vos questions, les questions que vous nous avez posées sur le site www.campagnetv.com, sur nos réseaux sociaux, la page Facebook ou le hashtag TDIJT et le site www.plainchamp.com. Une première question, c'est la question de Joseph. Comme pour les humains, si le milieu est sain et l'alimentation équilibrée, ne peut-on pas réduire les phytos? Christophe Grison. J'ai envie de dire à Joseph, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Moi-même, j'ai une diversification dans le maraîchage. Par exemple, les salades, c'est un cycle très court. Elles sont sous serre, comme on disait, donc atmosphère contrôlée, il n'y a pas besoin de traitement. J'ai pas de traitement dans mes salades. Par contre, effectivement, mon blé qui est en plein champ, qui va prendre la pluie, le soleil, le vent, l'humidité du matin, on peut avoir de temps en temps une maladie qui va arriver. Pas en fonction des variétés, ça ne sera pas la même maladie. Donc, j'ai envie de dire, à la réponse de Joseph, venez visiter les fermes. D'ailleurs, on a fait un réseau qui s'appelle Agri Demain, où nous-mêmes, on est des ambassadeurs de l'agriculture. On veut montrer qu'il n'y a pas incompatibilité agriculture-environnement. Donc, il faut qu'ils viennent nous retrouver. Allez, il nous reste 1 minute pour prendre une dernière question. Une question d'Éric de l'Allier. Le mode d'autorisation de mise en marché est-il le même pour les produits phyto que pour les médicaments? Christophe. Je ne vais pas répondre de façon tout à fait complète. Je ne suis pas ni un scientifique ni un réglementaire, mais effectivement, le mode en fait, d'homologation passe par au niveau européen pour les molécules et ensuite par État pour les solutions commerciales. Donc effectivement, on doit développer par exemple pour un produit, une molécule, c'est une dizaine d'années, entre 10 à 12 ans d'études, c'est plus de 300 à 400 études, c'est un coût qui représente environ
250 millions d'euros et avec des informations très importantes en termes de toxicité, de toxicologie et puis bien sûr d'efficacité. Mais là encore, l'évolution de la réglementation est devenue très stricte, très encadrée et les produits qui sont mis sur le marché sont des produits qui sont sûrs. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs pour ce débat. Merci. Et nous on se retrouve dès demain en direct ici, en plein cœur du Salon de l'Agriculture, midi 15. Je compte sur vous, mais d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.